Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Y a-t-il une vie après la mort? La mort est-elle vraiment la fin? Ou comme certains le disent, le début d'autre chose? Les expériences de mort imminente, les hypnoses régressives, la médiumnité sont-elles les preuves d'un au-delà qui ne serait pas le néant? Et si la mort n'est pas la fin, que se passe-t-il vraiment et que se passe-t-il après? Où allons-nous? Sommes-nous attendus? Guidés? Devons-nous nous réincarner? Ici ou ailleurs? On en parle aujourd'hui. Réincarnation et vie antérieure. Où en sommes-nous? C'est inédit avec le docteur Linda Bachman. Alors bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Linda. Bonjour, je suis content d'être ici. Je suis ravi de vous accueillir, déjà parce que vous avez commis cet ouvrage, voilà, Âme descendue sur Terre, les grandes découvertes sur le cycle des incarnations et des vies passées. Vous êtes psychologue américaine, vous exercez depuis 1978, vous donnez des conférences un petit peu partout sur la planète, justement à propos de ces vies antérieures et de ces hypnoses régressives. Je rappelle aussi que vous êtes et vous serez le 13 mai à l'affiche d'une conférence et d'un atelier en partenariat avec BTLV. Ce sera à l'espace Charenton. Ce sera l'occasion pour ceux qui viennent vous voir, bien sûr, de vivre votre conférence et puis l'atelier. Alors, on est ravis de vous accueillir, Linda. La première question que j'ai envie de vous poser, finalement, elle revient à parler de votre enfance, parce que dès votre plus jeune âge, vous pensez à la mort, mais vous ne la voyez pas comme une fin. Ouais, c'est une merveilleuse question, Bob. Je dirais que même comme jeune enfant, je ne comprenais pas la mort. Je n'y pensais pas beaucoup. Ma compréhension des âmes a commencé des années plus tard, quand je travaillais comme psychologue professionnel. Alors, justement, vous êtes psychologue professionnel. Vous savez qu'en France, vous seriez peut-être brûlé sur le bûcher de la médecine. Aux États-Unis, on a la sensation que c'est un peu plus ouvert. Vous le remarquez, ça? C'est-à-dire que c'est plus facile peut-être aux États-Unis, en tant que psychologue, d'évoquer ces hypnoses régressives et ces vies antérieures? Oui, Bob, je peux répondre à ça de plusieurs manières, hein. Je commence en disant que je connais beaucoup de mes propres vies antérieures où j'ai été blessé parce que j'avais une connaissance mystique et spirituelle. Et je dirais qu'aux États-Unis, seulement dans quelques endroits aux États-Unis, est-ce que la spiritualité, les vies antérieures, la réincarnation, tout ça, sont des choses communes, des conversations qu'on peut avoir librement. Donc ça dépend d'où vous êtes, même aux États-Unis, vous savez. Mais oui, je comprends. J'ai été en France très souvent. J'adore la France. Et je sais qu'il y a une progression plus lente dans votre pays. Alors, malgré tout, effectivement, les choses bougent. Nous, ça fait 10 ans que nous évoquons tous ces sujets. Alors, quand je me suis plongé dans votre livre, j'ai appris plein de choses, hein, bien évidemment, qu'il y avait des différences entre les âmes, par exemple, qu'il y avait les âmes terrestres et les âmes interplanétaires. Quelle différence il y a entre une âme terrestre et une âme interplanétaire? C'est quoi une âme interplanétaire? D'abord, je vais commencer en disant que j'ai appris des choses sur les âmes pendant à peu près 28 ans. En faisant des hypnoses régressives, j'ai appris de client en client en client pour retrouver des informations répétitives. C'est ça que je cherchais. C'est là que j'ai fini par comprendre ce que j'ai compris sur les âmes. Donc Bob, pour répondre à votre question, ce que moi je comprends de mes nombreux clients, je comprends que certains d'entre nous ont fait remarquer la nature de 3 différents types d'âmes. La première, c'est l'âme qui vient de la Terre, de la planète Terre. Aux États-Unis, je ne sais pas comment on va expliquer ça en français, mais je ne suis pas attaché
à la terre. Quelqu'un qui est attaché à la terre, c'est quelqu'un qui est mort et donc son âme est coincée sur terre. C'est pas ça que je veux dire, moi. Une, une, une âme qui vient de la terre, basée sur terre, c'est une âme très jeune, pas évoluée, pas expérimentée et qui traverse les vies, vie après vie, après vie, après vie, et qui grandit, qui évolue, mais on peut le dire que parfois elle trébuche et elle tombe parce qu'on a aussi une volonté propre qui est dans notre corps. Donc ce genre d'âme, s'incarne d'abord sur Terre. Et les âmes interplanétaires, c'est une âme qui a évolué, qui a été créée pour fonctionner ailleurs que sur Terre, dans le royaume céleste. Ça peut être une planète, ça peut être un système stellaire, ça peut être un endroit interdimensionnel. Donc moi je vais dire, pas si, mais quand une âme interplanétaire arrive sur Terre, elles viennent sur Terre parce qu'elles ont déjà gagné un grand niveau de sagesse et on a besoin de leur perspective avancée. Et en cela, je veux dire une perspective avancée sur le fait que tous les gens sont égaux. On doit faire attention à la planète. On fait attention aux riches, on fait attention aux pauvres. Voilà, c'est acceptation sans jugement des gens. Ça, c'est les âmes interplanétaires. Je travaille avec beaucoup de clients qui sont des âmes interplanétaires. Et enfin, et puis on pourra en discuter si on a le temps aujourd'hui, il y a également des âmes sur Terre qui viennent du royaume angélique. Donc là, on parle de groupes d'âmes qui soutiennent le divin. Donc soit Dieu, on peut dire la source, les indigènes, des natifs parlent de grands esprits. Voilà des âmes de pur amour, de pure compassion. Et occasionnellement, elles viennent aussi sur Terre, parce que l'humanité, on sera certainement tous d'accord, a besoin de beaucoup d'amour et de compassion et d'acceptation inconditionnelle. Donc voilà les trois types d'âmes qui viennent dans mon cabinet avec lesquels j'ai travaillé. Alors, vous parlez des âmes qui sont en lien avec le royaume angélique. Ce sont des guides, ce sont des gens qui nous surveillent, qui nous aident, qui nous accompagnent. Comment on les reconnaît? Parce qu'on va parler bien sûr des hypnoses régressives, mais comment vous les reconnaissez et comment elles vivent cette incarnation sur Terre? Parce que quand on est un ange ou un guide, quand on vient s'incarner sur Terre, le choc est assez violent, j'imagine. Souvent, quand on travaille... D'abord, je vais parler des âmes interplanétaires. Souvent, quand je travaille avec un client et qu'on découvre dans la régression que c'est des âmes interplanétaires, D'ailleurs, je vais rajouter que certains de ces clients savent qu'ils ne viennent pas de la Terre. Parfois, ils ne savent pas, mais parfois, ils le savent. Et ce qu'on découvre au travers de l'hypnose, c'est qu'ils sont interplanétaires. C'est que souvent, oui, vous avez raison, ils ont du mal avec l'anxiété sociale. Ils ont des problèmes avec le fait d'être diagnostiqués autistes, souvent, ou d'être sur le spectre, les allergies, des problèmes de maladies auto-immunes, des problèmes de digestion. Et pourtant, ils sont très évolués. Parfois, ils ont une sagesse très élargie, comme on dit. Et puis parfois, ils ont simplement des compétences très avancées, musicales, scientifiques. Donc ils sont avancés. Mais oui, parfois, ils ont des problèmes à supporter leur vie terrestre et corporelle surtout. Mmh. Et vous dites également dans le livre que chaque incarnation a un but. Une âme interplanétaire peut consacrer sa vie à prodiguer des soins de personne à personne parce qu'elle provient d'un lieu céleste de respect et d'acceptation. Ça veut dire que tous les gens que l'on voit
en thérapie alternative, des gens qui sont très ouverts, qui sont dans le partage, dans l'échange, dans la sagesse, sont des âmes interplanétaires. On peut imaginer que Mère Teresa peut-être était une âme interplanétaire, Gandhi, des gens comme ça. Ça, c'est une très belle question. Et Bob, votre sagesse va de plus en plus profondément. L'âme de Gandhi, voilà un exemple. Je sais des choses sur l'âme de Gandhi. Cette âme est une âme terrienne basée sur Terre qui était très 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 évoluée. Donc moi, ce que j'en comprends grâce à la régression, c'est que l'âme de Gandhi continue d'être incarnée sur Terre, là, aujourd'hui, de manière contemporaine, pour aider l'humanité. Donc je crois que la meilleure réponse, c'est que sur Terre, on a un petit pourcentage d'âmes expérimentées. Certaines sont basées sur Terre, certaines interplanétaires et certaines sont angéliques. Donc c'est un mélange. Alors, on va parler plus précisément de l'hypnose régressive, puisque vous allez venir donc le 13 mai pour un atelier, une conférence concernant cette hypnose régressive. Quelle fiabilité on peut apporter à l'hypnose régressive? Est-ce qu'on peut lui donner 100% ou est-ce qu'il faut faire attention et qu'il y a des garde-fous et qu'il faut surtout savoir interpréter une hypnose régressive et ce que dit la personne qui vient vous voir? Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être deux questions que vous posez là, Bob. D'abord, je vais essayer d'y répondre de plusieurs manières. Il y a beaucoup de clients qui disent Linda, parfois ils m'appellent Linda, parfois ils m'appellent Dr. Bachman, peu importe. Ils me disent Linda, je veux faire une régression. Comment puis-je savoir si je vais recevoir des informations? Et bien sûr, l'information, c'est sûrement évident pour vos auditeurs. Je ne suis pas une chaîne ou un médium. Moi, je fais en sorte que le client me donne eux-mêmes l'information. C'est eux qui me donnent l'information pendant la régression. Donc, je dirais qu'un très petit pourcentage de clients ne reçoivent aucune information, peut-être 1%. Enfin, selon mon expérience, et je guide les régressions plus d'un client par semaine sur l'année, et je fais ça depuis plusieurs années, et c'est toujours difficile à expliquer si quelqu'un n'a jamais eu de régression ou ne comprend pas comment fonctionne l'hypnose régressive. C'est que je crois que vous vous demandez comment est-ce qu'on peut savoir si l'information est valide et fiable, c'est bien ça, hein, et crédible. Au final, l'information doit avoir une certaine fluidité. C'est toujours difficile à expliquer, hein, et j'ai toujours envie de dire, venez me voir dans une session de régressive, et ce serait beaucoup plus évident pour vous. Donc il faut qu'il y ait une fluidité. Il y a une partie de la régression qui est en lien avec une autre partie de la régression. Donc pour donner un exemple, sur une partie qui est en lien avec une autre. Au fur et à mesure que nos âmes évoluent, la couleur, on peut dire la couleur de la fréquence de notre âme change. Et le client, durant les régressions, il perçoit la couleur de leur propre énergie, de leur propre âme, ou la couleur de leur guide spirituel, ou la couleur de l'énergie de l'endroit où leur âme réside dans le royaume céleste. La plupart des clients ne comprennent pas ce que veulent dire ces couleurs, évidemment. Moi, j'ai beaucoup appris de ces couleurs. D'abord de mon premier mentor, un homme qui est d'ailleurs aujourd'hui de l'autre côté, Dr. Michael Newton, et je continue à réévaluer et revalider les découvertes de Michael Newton sur les couleurs. Donc, cette information, d'après moi, elle est dans mon esprit au fur et à mesure que je guide le client. Et je cherche des morceaux de régression qui fonctionnent et qui vont ensemble. Je dis souvent que c'est un peu comme
Ça fait comme l'avocat dans la salle d'audience qui corrobore ou il contrevalide les preuves. Donc moi j'écoute, je recherche pendant la régression à contrevalider ce qu'ils disent. Ah, le client a dit ça il y a 20 minutes ou maintenant il dit ça, et cette information soutient ce qui a été dit avant. Et voilà ce que je sais au bout d'années de régression. J'espère que c'est clair ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander de confirmer. Non, vous inquiétez pas. Le but, j'ai bien compris, de toutes ces hypnoses régressives, c'est de répondre à ces 3 questions. D'où sommes-nous, qui sommes-nous et où allons-nous? Ça, c'est une constante, bien sûr, dans la quête de sens, puisque c'est un peu ça que nous essayons de comprendre. Est-ce qu'il vous est arrivé, Linda Bachman, de tomber sur quelqu'un qui, finalement, n'avait jamais eu de vie antérieure, une première incarnation, une première âme? Parce qu'on peut imaginer, quand je regarde un peu tout ce que j'ai entendu en 10 ans, qu'il y a une source divine de laquelle part nos âmes, et il y a bien un début. Est-ce qu'il vous est arrivé de tomber sur quelqu'un qui n'avait pas de passé? C'était sa première incarnation. La réponse la plus simple à cette question, c'est si je travaille avec une Terre basée sur Terre, donc, quoi qu'il arrive, c'est une âme qui évolue de manière primaire sur la vie physique terrienne. Je pense que la réponse la plus sincère, c'est non, je n'ai jamais rencontré une âme basée sur Terre qui n'a jamais eu une vie antérieure. Et c'est pour la raison que cette âme basée sur Terre est toujours jeune. De la perspective d'une âme, elle est très très jeune. Elles ne sont pas intéressées pour l'instant à la spiritualité, la régression. Mais le reste des réponses, c'est oui. À l'occasion, j'ai rencontré une âme interplanétaire et des âmes angéliques également qui n'étaient jamais encore venues sur Terre. Donc c'était la première fois qu'elles venaient sur Terre. Vous savez, sur BTLV, on parle souvent d'anciennes civilisations qui nous auraient peut-être précédés. Est-ce que dans vos hypnoses régressives, vous êtes tombé peut-être sur une âme qui a fait partie de ces anciennes civilisations que on a du mal à valider aujourd'hui scientifiquement, mais est-ce que vous avez peut-être des infos d'une ancienne civilisation, de gens qui ont disparu, d'une civilisation peut-être qui a été brillante, organisée, civilisée, qui a disparu suite à un cataclysme, au déluge? Est-ce que vous êtes tombé sur ces infos? Parce que c'est colossal l'information que vous pouvez glaner auprès de ces gens qui viennent vous voir. Eh bien, de nombreuses fois, Bob. Parfois, je travaille avec une âme qui découvre ce qu'on appelle une vie préhistorique, une vie avant la civilisation. C'est l'époque des hommes des cavernes. Mais oui, souvent j'ai travaillé avec des clients de l'époque d'Atlantis, par exemple, l'Atlantide, des gens de l'Égypte. Donc moi, ma compréhension de cela, c'est que il y a 4 ou 5 civilisations sur notre planète. Et pour souligner le mot civilisation, hein, pas l'incarnation d'âme. Les plus vieilles civilisations donc, sont l'Égypte, ce qu'on appelait ensuite la Mésopotamie, la vallée aquatique de Rivers, quelque part en Asie et en Chine également, il y a eu. Et j'ai travaillé avec des clients de très très nombreuses fois de ces très très vieilles civilisations qui dans certains cas ont été détruites, comme vous l'avez dit. Par exemple, dans le cas d'Atlantide, ils étaient tellement concentrés sur la science et sur les réacteurs nucléaires qu'ils ont oublié les besoins des gens. Mmh. Quand on parle, c'est important, vous dites des réacteurs nucléaires, ça veut dire que cette civilisation, par exemple de l'Atlantide, donc était technologiquement avancée, telle que vous avez pu aller chercher les informations. C'était une civilisation qui avait de la technologie. Absolument, oui. Mais ils ont oublié les gens.
Ils ont oublié ce qu'on appelle le cerveau droit. Vous savez, les besoins du cerveau droit. Et ils étaient concentrés sur la technologie avancée du cerveau gauche, de l'hémisphère gauche du cerveau. Et c'est ça que j'ai compris d'avoir eu plus d'un client qui avait vécu l'époque d'Atlantide. Linda Bachman, est-ce que ces anciennes âmes, parfois, vous mettent en garde ou vous font passer des messages sur l'état du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? On voit bien qu'il y a le chaos un peu partout, qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'il y a des catastrophes naturelles, qu'on pollue la planète. Est-ce que, finalement, ces âmes d'anciennes civilisations qui ont vécu peut-être le même type de catastrophe, de cataclysme et de guerre, puisque c'était des guerriers, souvent il y avait des conquêtes, est-ce qu'elles vous mettent en garde en disant attention à ce que vous faites, on a fait les mêmes erreurs que vous, ne les reproduisez pas? Ah, absolument. Si je travaille avec un client... laissez-moi revenir en arrière une seconde. Une des infos les plus importantes que j'ai eues et qu'un client voudra avoir lors d'une régression, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils sont incarnés? Quel est le but de leur vie? Ça, c'est presque toujours, au moins en partie, certains des décels, des détails et des révélations, des régressions, des hypnoses régressives. Mais parfois, on parle de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et on se dit que, en se basant sur la régression, c'est un exemple classique de la volonté propre et du choix que tout le monde a. Une des qualités uniques de l'incarnation humaine, c'est la liberté de choix. Donc quelqu'un va me dire, eh bien, comment est-ce que vous expliquez que ce dictateur se comporte comme ça? En tout cas, au niveau de du travail régressif, ça ne vient pas du divin. C'est la liberté de choix de chacun de ces dictateurs qui va à l'encontre du plan intentionnel de la planète et de l'humanité. Bon, il y a tellement de choses qui se passent bien sûr dans notre monde. Il y a ce qui se passe même à Paris en ce moment. Aujourd'hui, on vient de recevoir la nouvelle de fusées qui sont tirées, de missiles qui sont tirés du Liban. On voit ce qui se passe avec l'Ukraine. Moi, vous savez, je suis une étudiante de la géopolitique mondiale. On a des âmes avancées, comme le leader ukrainien, par exemple, qui parle pour la démocratie. Jour après jour, qu'est-ce que la démocratie? Moi, à mon avis, c'est l'égalité. C'est de ça qu'on manque dans tellement de parties de la planète. Vous diriez que les gens belliqueux, les gens agressifs, les gens qui sont des conquérants sont des jeunes âmes qui sont un peu fougueuses, qui n'ont pas de sagesse et qui veulent toujours plus? Oui. Je crois que les conquérants, de nombreuses façons, aujourd'hui on parle de est-ce qu'on... On se dit est-ce qu'on vit en se basant sur notre ego humain, sur le pouvoir, la puissance, le contrôle. Et je sais que ça a l'air très ésotérique ce que je dis, mais... ou alors est-ce qu'on vit pour ce centre de gravité que tout le monde a des besoins et tout le monde devrait vivre en harmonie et en paix? Et je ne suis pas du tout sûr de ce qui se passera durant même ma propre vie ou celle de mes enfants, mais je crois que la partie triste de tout ça, on est nombreux à devenir très très concentrés sur l'ego humain, malheureusement. Vous dites dans votre livre, Linda Bachman, qu'on a des groupes, des familles d'âmes interplanétaires, des familles d'âmes terriennes, et qu'effectivement, et que parfois, on peut avoir été mari et femme dans une vie et enfant et maman dans une autre. C'est complexe à comprendre. Pourquoi ces familles d'âmes restent et ont besoin de se retrouver sans cesse? Donc si je comprends bien votre question, vous me demandez pourquoi est-ce que on se réincarne à des moments avec certaines des mêmes âmes. Bon, très bien. Ça, voilà encore une merveilleuse question. Donc, pour de nombreuses raisons.
La première étant, et ce que je vais vous dire, on en a seulement confiance grâce à de très très nombreuses régressions, on remonte à l'homme qui était mon mentor, ouais, qui a fait lui à peu près 2000 régressions, probablement. On sait que les âmes s'incarnent en groupe. Donc, par exemple, je vais m'utiliser moi comme exemple. Quand mon âme était nouvelle, a été préparée à s'incarner, mon âme a été créée et devenue membre d'un petit groupe d'âmes que j'aime appeler, le terme anglais, ce serait une mare d'âmes. Si vous dites famille, c'est confus. Donc un groupe d'âmes, c'est bien. Et donc moi, mon âme, je crois que la meilleure manière de le dire, c'est que mon âme travaille et fonctionne avec ces âmes de vie en vie. Je ne dis pas... Ok. Donc un groupe d'âmes, c'est à peu près 20 âmes, en gros. 20 âmes. Voilà les âmes avec lesquelles moi j'aurai le plus d'incarnation. Mais je ne m'incarne pas avec les 20 âmes à chaque incarnation. Mais je connais ces âmes. Je les connais de mieux en mieux, un peu plus profondément, avec plus de familiarité. Et on fonctionne ensemble avec l'intention d'aider l'humanité quand on s'incarne ensemble. Et ces âmes, ça peut être mon enfant, mon meilleur ami, mon mentor, vous savez, mon rabbin, mon curé, ça peut être n'importe qui. Quand on évoque les vies antérieures, Linda Bachman, on évoque fatalement, donc vous avez dit l'âme. Alors l'âme a une connotation religieuse pour l'ensemble du commun des mortels et pour comment dire, les athées, on va dire, ou les laïcs, on va dire que c'est la conscience. Voilà. Comment vous pouvez la définir? On voit aujourd'hui des scientifiques qui parlent de conscience extraneuronale. Est-ce que finalement ces âmes, cette conscience est à côté de nous accompagne, s'en va quand notre corps physique décède? Est-ce que c'est ce que vous avez compris? En tout cas, c'est comme ça que vous l'appréhendez. Et surtout, pour vous, est-ce que vous avez une définition de l'âme? Qu'est-ce que c'est, ou de la conscience? Voyons si je peux rendre ça simple, sans parler pendant des heures. Imaginez l'âme comme une conscience, exactement. Et l'âme, c'est pas nécessairement... L'âme peut être liée à beaucoup des religions du monde, d'ailleurs. Peut-être que cette explication sera plus claire. Quand on commence à se préparer à s'incarner, et disons que notre âme, notre énergie d'âme est dans le royaume céleste, dans un royaume plus haut, le royaume divin, le paradis, quel que soit le mot que vous voulez utiliser. Quand on se prépare à s'incarner, on apporte une pièce holographique, une tranche holographique de l'énergie de notre âme dans notre corps. Et c'est ça qui fait qu'on est en vie quand on est en dehors de l'utérus de notre mère. Et le reste de notre âme qu'on n'a pas apporté avec nous est notre plus haute personne. Donc quand on s'incarne dans un corps, on est âme. L'âme est dans un royaume plus haut en permanence. Est-ce qu'il est important de comprendre et de connaître nos vies antérieures pour peut-être soigner des maux de notre vie actuelle? On dit souvent que finalement, on est un fardeau dans lequel on a chargé
tous nos passés, toutes nos vies antérieures, tous nos maux, toutes les actions que nous avons vécues. Est-ce qu'il est possible de s'alléger? Il y a des gens qui sont en souffrance aujourd'hui psychologique. Est-ce que vous arrivez à les aider à sortir de cette souffrance grâce à l'hypnose régressive et à la connaissance de ces vies antérieures? En gros, c'est le but. Découvrir, encore une fois, c'est compliqué à expliquer, à essayer de rendre ça simple, mais on grandit, on évolue en nous incarnant dans des corps encore et encore et encore. Et quand on fait des erreurs, quand on fait des erreurs de notre liberté de choix et de pensée, on appelle ça le karma. Puis on est autorisé à équilibrer ce karma, à le nettoyer si on veut, dans une vie future. Les autres parties d'évolution d'âme dont les gens ne parlent pas trop, beaucoup de profs parlent de karma. Et oui, on équilibre notre karma de vie en vie. Je rajouterai juste comment savons-nous pour le karma? On le sait, on en a connaissance au travers de différentes relations qu'on a qui peuvent être karmiques. On en sait plus grâce à un problème de santé qui vient d'une vie antérieure ou une peur qui nous vient également d'une vie antérieure. Des choses comme ça. Des choses auxquelles on ne parle pas trop. Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma. Dharma, ça veut dire, en gros, l'intention de l'âme. Au travers de la régression, on découvre, on se rend compte de ce qu'on a accompli grâce à Dharma, ce qu'on a accompli dans nos vies antérieures qui nous donne des compétences, de la sagesse, que ce soit des compétences artistiques, ou alors être très dévot, et on voit un parent très attentionné. En bougeant de vie en vie et évoluant en tant qu'âme, on a du karma et du dharma. Et c'est évident, probablement évident, mais je vais rajouter cela aussi pour que ce soit, et en m'utilisant moi comme exemple. Si quelque chose m'arrive dans ma vie actuelle qui est de l'ordre de l'évolution pour mon âme, eh bien quand j'aurai fini cette vie, ce comportement évolué durant ma vie actuelle est rajouté à l'énergie de mon âme. Donc, également, une chose ou deux auxquelles les gens ne pensent pas. Tout d'abord, il y a les guides spirituels. Non, appelons-les les anges gardiens. Peu importe le mot qui convienne aux gens. On est toujours guidé. On n'est jamais laissé sans soutien, sans aide. Et donc on est guidé au niveau de l'âme. Et ça nous montre. Enfin, ça se montre dans des circonstances dans notre vie, les intuitions qu'on a dans notre vie actuelle, les gens qu'on rencontre, les opportunités et beaucoup de choses comme ça. Donc on est toujours guidé. Puis je rajouterai également très brièvement notre être plus haut, l'énergie de l'âme qu'on n'amène pas dans le corps. Cette entité a une responsabilité dans le royaume spirituel. Notre entité plus haute. Et surtout, au fur et à mesure que notre âme est évoluée et expérimentée, on a une responsabilité. Cette partie de l'âme a une responsabilité de guide, de guider des âmes qui s'incarnent dans des corps. Je trouvais que c'était important de le rajouter. Alors, je vais aller sur un terrain un peu compliqué, parce que en 10 ans, personne n'a su m'expliquer, peut-être que vous allez pouvoir le faire.
Aujourd'hui, on voit des gens dans le monde qui ont des vies très, très compliquées. On voit des gens qui meurent au bout de 3 jours, des gens qui sont violés, qui sont massacrés, qui sont brûlés, voilà, qui souffrent énormément. Est-ce à dire que l'âme a choisi de vivre ça? Et est-ce que l'âme a bien conscience, est-ce qu'elle a bien conscience, l'âme, vous voyez, du corps et de la souffrance du corps humain? Parce qu'il y a quand même des gens qui vivent des choses horribles. Alors, si c'est pour une expérience, c'est cher payé pour la personne en tant que telle et le corps humain qui souffre. Vous voyez, une petite fille qui se fait violer à 4 ans, est-ce que c'est un choix? Est-ce que et si c'est un choix compliqué quand même à faire accepter. Ça varie. Ça varie. Donc tous ces gens qui sont tués en Ukraine, je ne pense pas que la plupart, en tout cas, si quelqu'un d'entre eux ont pu choisir au niveau de l'âme d'être massacré, non dans ces circonstances atroces. Également, bon, j'aime pas dire mais, donc c'est plutôt et il y a des fois où on est d'accord en tant qu'âme d'arriver dans une famille où, par exemple, le père est un alcoolique, le père est addict à l'alcool ou à la drogue. Il y a des fois où on est d'accord de s'incarner dans des corps pour servir de professeur. Et on est toujours une âme expérimentée, hein, si on accepte ça, bien sûr. Donc la réponse, c'est parfois c'est conscient, un choix conscient relié à l'âme de vivre dans ce qu'on pourrait dire des circonstances humaines très difficiles, et d'autres fois, ce n'est pas un choix au niveau de l'âme. On peut dire c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis laissez-moi ajouter que si on a vécu des choses horribles, atroces, vraiment des expériences atroces, l'énergie de l'âme qui réside dans notre corps, la petite partie, a la possibilité de se détendre et de faire un pas en dehors du corps. On peut se dire, oui, cette personne a été brûlée, cette personne s'est fait tirer dessus. On a la possibilité de rendre plus lâche la connexion avec l'âme et de ne pas être complètement dans le corps pendant ces moments, ces expériences atroces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'âme ne dirige pas tout et que finalement, même si on s'incarne dans un corps, l'esprit, alors je vais dissocier l'âme et l'esprit, que cet esprit finalement qui est attaché à notre corps, lui, il a le libre arbitre, il fait ce qu'il veut, malgré tout. Est-ce que vous pourriez me reposer la question parce que je ne suis pas certain d'avoir compris? Je voulais dire que on faut faire une différence entre l'âme et l'esprit, parce que si finalement des gens vivent des atrocités et que c'était pas prévu dans le chemin de l'âme, ça veut dire aussi qu'il y a un libre arbitre, ça veut dire que l'âme ne dirige pas toute notre vie, le corps humain, l'esprit qui l'habite aussi, qui le dirige, a son propre choix, son propre chemin à faire, à tracer. Donc si je comprends ce que vous demandez, c'est quand on est incarné, quand on est un humain, comme vous et moi, on a le libre arbitre, évidemment, hein, on a un libre arbitre total. D'épouser quelqu'un, de rester avec, de ne pas rester avec, de changer notre travail, de nous conduire, d'être en colère, de montrer qu'on est en colère, de faire preuve de compassion. On a un libre arbitre total dans cela. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, il n'y a pas, une destinée. Il y a quand même, parce que moi, ça m'effraie un peu la destinée. Je lis dans votre livre qu'on a un but, chaque âme a une mission, etc. Mais il n'y a pas de destinée. C'est-à-dire que sinon, ça voudrait dire que la ligne de départ d'où on se poste, elle est truquée, elle est tronquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des belles vies, d'autres des moins belles vies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la personne qui vit toute sa vie, qui est heureuse, qui a beaucoup d'argent, qui vit dans une magnifique maison, et puis d'autres qui sont dans des bidonvilles, etc. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de fatalité. On peut bouger et être le patron de notre vie quand même. Alors ça, c'est une question très complexe. On a un destin, évidemment. En d'autres mots, au niveau de l'âme, alors je vais l'utiliser, mais je vais utiliser cet exemple. On est une mère, on est un père, et on a un nouvel enfant qui arrive. Et au niveau de l'âme, on est d'accord. On a fait un contrat. Je vais m'utiliser moi comme exemple encore une fois. J'ai des enfants et des petits-enfants. J'ai fait un contrat avant d'avoir mon premier enfant, avant la naissance de mon premier enfant, que l'âme de mon plus vieil enfant sera mon enfant. On s'est mis d'accord. Mais cette âme s'incarne, arrive dans un corps, et que cette âme va avoir un très gros problème physique ou neurologique. Ça peut être planifié, ça peut être prévu pour mon évolution et l'évolution de mon enfant. Donc ça, c'est le destin. Il y a un destin. Et il y a ensuite le libre arbitre. C'est ça qui est compliqué. C'est une description de la vie incarnée. Enfin, sur notre planète en tout cas. Ça veut dire que vous vous êtes mis d'accord sur un plan divin, un plan extérieur, avant, puisque vous dites, voilà, vous avez passé un deal avec l'âme qui va devenir votre premier enfant. C'est avant que vous vous êtes mis d'accord? Absolument. Oui. Donc laissez-moi donner un peu plus de détails. Une partie de la régression peut être, je l'ai fait souvent, une partie de la régression peut être guider le client à vivre, à revivre le moment où le client était dans l'utérus de sa mère, avant d'être né, dans leur vie actuelle. Et donc ce type de régression est arrivé très 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 souvent. On sait, au travers de milliers de régressions, quand on pose la question à quel moment dans la grossesse de votre mère est-ce que votre âme a décidé, est-ce que votre âme s'est connectée avec votre corps pendant qu'il se développait dans l'utérus de votre mère? La plupart du temps, c'est dans les mois 4, 5 ou 6, au milieu de la grossesse. Donc avant la naissance d'un enfant, il y a déjà un accord. Mon âme, donc moi, étant moi l'exemple, mon âme va être la mère et l'âme de cet enfant sera mon fils. Avec un but, bien sûr, avec un but à l'arrivée. J'ai bien compris. Dernière question, et après je vais vous libérer. Est-ce qu'il y a des âmes partout dans l'univers? On parle beaucoup d'extraterrestres. Est-ce qu'il est possible que l'on ait des gens sur d'autres plans, des gens physiquement différents, des consciences différentes, des vies différentes? Oui, oui et oui. Et je dis ça parce que j'ai fait tellement de régressions avec des âmes interplanétaires, donc il y a de la vie intelligente, dans plus d'endroits dans l'univers qu'on y pense. D'ailleurs, la plupart de ces endroits ont des noms qu'on ne connaît pas. Les gens pensent à les Pléiades, Andromède, tout ça. Mais il y a tellement d'autres endroits où il y a de la vie intelligente.
et dans de nombreux cas, une très grande sagesse, une sagesse en expansion, et c'est pour ça que certaines de ces âmes viennent et s'incarnent sur Terre, d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'est un message d'espoir. Si ces âmes de sagesse viennent nous voir, c'est peut-être qu'elles se disent qu'on peut être encore sauvé. Dans tous les cas, Âme descendue sur Terre, c'est un ouvrage au Jardin des Livres dans la collection Intemporelle. Voilà, c'est un magnifique ouvrage, les grandes découvertes sur le cycle des incarnations et des vies passées par le docteur Linda Bachman. 10 000 dossiers de régression ont permis la réalisation de ce livre. Je rappelle que vous serez le 13 mai avec BTLV à l'espace Charenton à Paris pour une journée conférence et atelier. Tout est expliqué sur la homepage du site btlv.fr. Vous aurez toutes les informations. Vous pouvez même cliquer sur le QR code et en tout cas, vous aurez la possibilité de réserver. Merci Linda Bachman d'avoir été